J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos, pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Charles-Henri Gallois. Bonjour. Vous êtes président de Génération Frexit, contributeur pour la revue Éléments, auteur notamment de Les illusions économiques de l'Union européenne, et puis auteur de Nos grands défis du XXIe siècle, énergie et immigration, reprenons le contrôle. Alors, vous expliquez dans ce livre qu'il y a donc deux mécanismes qui sont un véritable problème pour l'Europe et pour la France, l'énergie et l'immigration. Ce que vous dites, ce que dit donc Olivier Delamarche, excusez-moi. Vous dites ce sont les décisions de nos politiques et seulement elles qui ont provoqué l'inflation. Ce n'est ni la faute des Russes, ni celle du réchauffement climatique, ni celle de l'extrême droite. Une croyance s'est imposée voilà 20 ans que la dette était la nouvelle énergie qui allait supplanter le pétrole et résoudre tous les problèmes sans aucune conséquence. Alors, pourquoi vous avez choisi ces deux thèmes phares, l'énergie d'une part et l'immigration d'une autre part ? Alors, il y a plein d'autres thématiques ou défis, disons, dont on pourrait parler. Il y a évidemment à plus court terme, si on regarde la question du pouvoir d'achat qui est sur les lèvres de tous nos concitoyens. Mais j'ai voulu aller sur du long terme. Et il me semble que sur le long terme, à l'horizon d'un siècle, les deux grands défis qui vont se poser à la France sont indéniablement ceux de l'énergie et ceux de l'immigration. Pourquoi l'énergie? Tout simplement, c'est ce qui définit justement le niveau de vie. Donc, si on parle de pouvoir d'achat à court terme, à long terme, c'est par l'énergie et par l'industrie qu'on pourra avoir un niveau de vie élevé en France. Et finalement, quand on regarde à l'échelle de l'humanité, si nous n'avions pas une énergie abondante, comme c'est le cas à l'heure actuelle, en fait, nous aurions un style de vie, alors avec quelques progrès techniques, mais un style de vie qui serait bien plus proche en termes de transport, en termes techniques, de ce qu'on connaissait à l'Antiquité et au Moyen-Âge, si on n'avait pas l'énergie. En fait, l'explosion du niveau de vie sur la Terre est venue avec les révolutions justement énergétiques, avec l'utilisation du charbon, puis du pétrole. C'est en fait l'utilisation de ces deux énergies qui ont permis le développement quasiment exponentiel du niveau de vie. Et toute notre société dépend de l'énergie. Or, ce qu'on sait, c'est que notamment pour ce qui est des énergies fossiles, elles ne sont pas infinies. Et donc, il y a ce défi-là qui va se poser à la France, qui va se poser évidemment à l'humanité. Et là, finalement, la crise de l'énergie qu'on a connue suite au conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais en fait, c'était une crise qui était sous-jacente, éclate au grand jour parce que on a un prix notamment de l'électricité, mais aussi du gaz, qui a explosé et nos concitoyens se rendent compte en fait de ce que ça veut dire. Et concrètement, en fait, une baisse de l'énergie, bien souvent, ça veut dire en réalité une baisse de la production industrielle. Et ça, pour la richesse d'un pays, c'est catastrophique et c'est ce que nos gouvernants n'ont pas l'air de comprendre. Quand j'entends Agnès Pannier-Runacher nous expliquer, c'est formidable, regardez, on a baissé, bah oui, la production industrielle a baissé, le coût de l'énergie étant prohibitif, bah, finalement, plutôt que de produire en France, soit on produit moins, soit on décide de produire à l'étranger, c'est pas une bonne nouvelle. Et en fait, ce qu'on regarde sur le long terme, c'est toute la question du niveau de vie. Si la France veut rester une grande puissance, ça va dépendre de sa capacité énergétique. Et là-dedans, alors évidemment, je vais pas raconter tous les détails du livre, mais j'explique. On va revenir en détail. Là où on en est, j'explique après pourquoi la France a des atouts considérables et pourquoi, avec la filière nucléaire et ensuite les obstacles qu'on a eus, et notamment dans le cadre de l'Union européenne et de l'Allemagne, qui ont essayé constamment de saccager la filière nucléaire, aidé par des collaborateurs, on va dire, en France. Il y a eu notamment, évidemment, Europe Écologie Les Verts, mais le Parti Socialiste, Emmanuel Macron lui-même a fortement participé au saccage du nucléaire, mais même les Républicains, en ayant voté la loi NOM qui a amené l'Arenh et finalement qui a saccagé la capacité d'investissement d'EDF, notamment dans le nucléaire. Tous ces gens, en fait, ont une responsabilité écrasante et il y a une forme de lâcheté
dans la politique énergétique française depuis des années, alors que la France avait tous les atouts. En réalité, en fait, cette crise de l'énergie entre la Russie et l'Ukraine, ça aurait pu être une opportunité formidable pour la France grâce à son parc nucléaire, parce que la France aurait dû être une sorte d'Arabie Saoudite de l'électricité. On aurait pu vendre à prix d'or notre électricité et finalement la France aurait pu en sortir largement grandie, mais ça n'a pas été le cas à cause de politiques complètement inconséquentes de l'énergie et de saccage de l'énergie nucléaire. Alors ça on va en parler évidemment plus précisément parce que vous en parlez dans votre livre et puis c'est aussi toute la thèse de Fabien Bouglet. Hein. On va forcément, vous l'avez sûrement écouté. Et puis l'immigration, parce que ce qui est drôle, c'est que c'est deux thèmes qui n'ont entre guillemets rien à voir ensemble, mais vous faites pas un lien, mais en tout cas vous dites que l'immigration est aussi importante que l'énergie. Oui, pour moi, c'est les deux thèmes qui vont être les plus importants. Alors, certains peuvent dire que ces thèmes sont assez éloignés, mais on peut trouver des jonctions. C'est-à-dire qu'on sait très bien que du fait du réchauffement climatique, il va y avoir des réfugiés climatiques, donc ça va contribuer à alimenter le raz-de-marée migratoire qui est déjà absolument énorme. Et surtout, c'est toujours pareil, on ne pourra pas fixer les populations dans les pays d'origine si ces pays-là ne se développent pas économiquement. Et pour se développer économiquement, il faut là aussi un accès à une énergie abondante et bon marché, ce qui n'est bien souvent pas le cas, évidemment, dans les pays africains, sauf ceux qui disposent d'hydrocarbures. Donc on voit bien que le lien existe, même s'il peut ne pas paraître évident pour le grand public, mais sur l'immigration, c'est la même chose. La démographie, c'est la question de long terme par excellence. Et en fait, on voit déjà, et c'est ce que j'explique dans le livre, qui est très sourcé, il y a beaucoup de statistiques et autres pour montrer qu'en fait, le niveau d'immigration à l'heure actuelle en France est déjà complètement insoutenable et insupportable. Mais si on regarde à l'échelle démographique, le rapport de force, notamment démographique, entre le continent européen et le continent africain, eh bien, en fait, ce n'est qu'une mise en bouche avec un raz-de-marée qui arrive. Et c'est ce que j'explique. Si on ne reprend pas le contrôle de la politique migratoire, on va au-devant de troubles majeurs. Et en fait, on a déjà ces troubles parce qu'on sort de 30 et 40 ans de politique d'immigration massive qui n'est pas soutenable. Et alors, c'est évidemment l'objet du livre, et là aussi de donner des solutions et d'expliquer quels sont les obstacles à l'heure actuelle qui nous empêchent de reprendre le contrôle de notre politique migratoire. Et bien justement, on va se pencher un petit peu plus profondément. Évidemment, vous en avez parlé de l'énergie et de l'immigration, tous ces thèmes, pourquoi nous avons finalement perdu le contrôle, hein, comme vous dites, et comment le reprendre. Tout de suite, c'est l'heure du bulletin d'actualité de Marie Falicon, puis je reviens vers vous, Charles-Henri Gallois, pour votre livre « Nos grands défis du XXIe siècle, énergie et immigration, reprenons le contrôle ». Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Alors, on a parlé des deux thèmes de votre livre, Charles-Henri Gallois, énergie et l'immigration, reprendre le contrôle. On va essayer de voir comment on peut reprendre le contrôle. Mais d'abord, je voulais vous parler donc de l'énergie. Vous dites, je vous cite, les pays développés européens ne se posaient plus trop de questions au sujet de l'énergie depuis la crise pétrolière de 1973. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que la possibilité de coupure d'électricité, faute d'approvisionnement suffisant en énergie, ont remis cet enjeu trop longtemps oublié au cœur de nos préoccupations. La réalité frappe à nouveau à nos portes et elle est difficile à affronter. Comment on peut expliquer ce que vous dites? C'est qu'avant, évidemment, c'était un luxe, mais c'était normal pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais eu de problème d'approvisionnement en énergie. Aujourd'hui, le défi énergétique est majeur en France et il va conditionner aussi l'avenir économique. C'est-à-dire à la fois, vous avez des foyers qui ne sont pas toujours approvisionnés suffisamment en énergie et donc évidemment, ça a des conséquences sur l'avenir économique de la France. Bien sûr, en fait, la problématique qu'il y a eu sur la guerre en Ukraine, elle est double. La première, c'est évidemment le tarif en soi du gaz, parce que le gaz fait partie d'une énergie qui compte pour 16% du mix énergétique primaire de la France, mais c'est bien davantage pour des pays, par exemple, comme l'Allemagne. Et ce qui s'est passé, c'est surtout au niveau industriel, vous avez des industries lourdes, c'est notamment le cas de la chimie, qui utilise énormément de gaz dans sa production. Or, avec la guerre en Ukraine, le prix du gaz a explosé et il y a eu une décision, une auto-sanction européenne qui a été d'importer du gaz russe. Ce qui est en plus assez hypocrite parce qu'en réalité, il n'y a plus de gaz russe par
gazoduc, mais c'est du gaz russe qui est bien souvent importé via d'autres pays, qui est liquéfié et donc qui coûte bien plus cher et qui est bien plus polluant, mais c'est bien du gaz russe. Mais de telle sorte, et en plus de ça, vous savez qu'il y a eu l'attentat des gazoducs Nord Stream, qui rend finalement tout retour en arrière très compliqué, même s'il y a encore un conduit de Nord Stream 2 qui pourrait potentiellement fonctionner, ne pourrait pas y avoir les volumes qu'il y avait avant. Mais la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que le prix du gaz en Europe est 6 fois supérieur à ce qu'il est aux États-Unis et quasiment 10 fois supérieur à ce qu'il est en Chine. Il n'y a pas besoin d'être un grand devin quand vous savez que l'industrie, qui est quasiment la principale richesse d'une nation, dépend de 3 facteurs: le capital évidemment financier, donc la capacité à accueillir des financements, le capital humain, donc c'est le coût du travail, et évidemment la question de l'énergie. L'énergie, pour certaines industries, c'est des fois 60% du coût de revient. Là, quand vous avez de tels écarts de coûts, faut pas être un grand devin pour imaginer que les usines, elles vont pas s'installer en Europe, elles vont aller aux États-Unis, où il y a un coût de l'énergie qui est plus faible, et en plus de ça, des subventions massives dans le cadre de l'IRA, ou en Chine, où le coût du travail est bien plus faible, et ils ont aussi un contrat gazier avec un prix défiant toute concurrence avec la Russie. Donc en fait, l'Europe, d'une manière générale, et en particulier surtout les pays de l'Union européenne, parce que c'est l'Union européenne qui a pris ces sanctions-là, se sont tirés une balle dans le pied, évidemment énorme pour l'avenir. Et la seule façon en fait de contrecarrer ça, c'est de se dire il faudrait décarboner, donc se passer du pétrole et du gaz. C'est une ambition qui est très louable. C'est très louable d'ailleurs. Aller vers les énergies renouvelables aussi. Oui. Alors ça, c'est bien le problème. Parce que de décarboner, c'est très bien, et on a la capacité de le faire avec le nucléaire. C'est une énergie qui est bon marché et qui est efficace, mais le problème du modèle en fait de l'Union européenne, le modèle de l'Union européenne, c'est le modèle de l'Allemagne, avec ses éoliennes et 500 milliards d'investissements dans les éoliennes pour quasiment une des économies les plus carbonées d'Europe. Parce qu'en fait, les éoliennes, ce sont comme les panneaux solaires, hein, ce sont des énergies qui sont intermittentes, et donc c'est dommage, mais le soir par exemple, en hiver, quand il y a des pics de consommation, il n'y a pas de soleil, donc ça ne marche pas. Voilà. Et pour ce qui est des éoliennes, il faut qu'il y ait du vent, et il n'y a pas du vent tout le temps. Et donc c'est pour ça que vous voyez d'ailleurs des pics de carbone en ce moment en Allemagne, à comparer avec la France où c'est très très bas grâce à nos centrales nucléaires. Le vrai modèle en fait de décarbonation serait d'aller vers du nucléaire, alors qu'il peut être ajouté avec à point de la biomasse et évidemment de l'énergie hydroélectrique. On a encore quelques capacités en France qui sont inutilisées, mais EDF ne veut pas investir. Pourquoi ? Parce que comme l'Union européenne veut privatiser les barrages, ils vont pas investir pour quelque chose qu'on va leur piquer. Donc ça n'a absolument aucun sens. Et le problème, tout le modèle de l'Union européenne tend vers ça. Et j'en veux pour preuve qu'il y a une directive assez récente qui a été votée qui impose à l'horizon 2030, donc c'est quasiment demain, d'avoir 42,5% de la consommation qui soit faite en énergie renouvelable, sinon vous avez une amende. Et d'ailleurs, il y a une amende qui est tombée parce qu'il y avait une directive précédente qui imposait 23%, la France n'étant qu'à 19%, la France va devoir payer, alors selon les estimations, c'est entre 500 et 900 millions d'amendes. Et donc ça montre que le modèle en fait de l'Union européenne veut pousser coûte que coûte aux énergies renouvelables, ce qui n'est pas en plus sans poser problème pour nos centrales nucléaires. Et pour parce qu'une centrale nucléaire qui... Oui, pour s'aligner sur le modèle allemand, qui lui a choisi ça, alors que nous, on aurait pu, vous l'avez dit, être, je vous cite, on aurait pu être l'Arabie Saoudite de l'Europe de l'électricité, qui vendrait son électricité à prix d'or à ses voisins. Et aujourd'hui, notamment, alors on va revenir sur pourquoi on a échoué à ne pas être cette Arabie Saoudite de l'Europe de l'électricité. On a échoué notamment à cause, ce que vous dites, de l'Union européenne, qui aligne sa politique sur l'Allemagne, ou en tout cas l'Allemagne, ou alors l'Allemagne aligne sa politique sur l'Union européenne, qui elle, n'a pas de centrale nucléaire. Et a choisi donc les énergies renouvelables et les énergies vertes. D'ailleurs, c'est assez marquant, je mets dans mon livre des citations de la commission qui traitait de l'énergie au Sénat, et les 3 anciens PDG d'EDF sont unanimes là-dessus, en disant que l'Allemagne, via l'Union européenne, a tout fait pour saccager EDF et notre énergie nucléaire, parce que c'est un avantage comparatif de la France vis-à-vis de l'Allemagne et que c'était insupportable en fait pour les Allemands. Et donc on voit bien que toute la réglementation européenne va à chaque fois contre le nucléaire pour suivre un modèle allemand, ce qui est catastrophique pour la France, mais ce qui est catastrophique d'une manière générale pour le continent. Et le problème des énergies renouvelables ne s'arrête pas là, c'est que vous avez aussi des investissements, déjà c'est 5 fois moins rentable que le nucléaire d'un point de vue de production énergétique quand on regarde un petit peu l'histoire et les données récentes.
Et c'est surtout un problème aussi qui abîme, en fait, les gens le savent peu, nos centrales nucléaires, parce que dans l'énergie, en fait, dans l'électricité, vous avez toujours la consommation qui est égale à la production. Et dans le cadre du marché de l'Union européenne de l'électricité, vous avez une primauté des énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une éolienne et un panneau solaire qui fonctionnent, c'est ça qui doit être prioritaire. Donc vous devez baisser la puissance des centrales nucléaires pour qu'il y ait toujours cette égalité consommation-production, ce qu'on appelle la modulation du nucléaire. Mais sauf que les centrales nucléaires ne sont pas faites pour fonctionner à bas régime, voire pour être coupées très souvent. Et donc, en fait, si elles restent très, très longtemps à bas régime, ça les abîme, et ce qui oblige à plus de maintenance. Ce qui explique, entre autres, les problèmes de maintenance qui sont bien plus récurrents à l'heure actuelle que ce n'était le cas il y a quelques années. Donc, la montée en puissance, en fait, des énergies renouvelables ne sont pas seulement inutiles financièrement, avec un coût pour les Français sur leurs factures, une taxe qui est liée à ça, c'est aussi un problème pour le maintien du parc actuel nucléaire, parce que ça l'endommage beaucoup plus vite en faisant tourner nos centrales à une puissance faible. Alors pourquoi nous avons échoué aussi? Il y a aussi la vente d'Alstom, il y a eu la fermeture de Fessenheim, il y a eu l'arrêt du projet Astrid. Finalement, on se rend compte que depuis 10, 15, 20 ans, la France a perdu sa souveraineté énergétique à cause de nos élites qui, en fait, finalement, ont donné notre souveraineté énergétique à des puissances étrangères. C'est exactement ça. Et Emmanuel Macron est bien gentil de dire maintenant qu'il veut relancer l'énergie nucléaire. Déjà, c'est incompatible avec encore une fois, la règle de l'Union européenne de 42,5% de renouvelables. Vous ne pouvez pas beaucoup augmenter le nucléaire si vous voulez passer à 42,5% de renouvelables. Donc, en fait, il va falloir investir surtout et essentiellement dans l'énergie renouvelable pour respecter les règles de l'Union européenne. Mais en plus de ça, c'est le même Emmanuel Macron qui a participé à un triple saccage de notre industrie nucléaire. Il y a évidemment la vente des turbines d'Alstom à General Electric. C'était un scandale absolument sans nom, alors qu'on avait les outils juridiques pour l'empêcher, mais Macron a poussé à cette vente. Il y a eu, vous l'avez dit, la fermeture de Fessenheim, mais ça allait plus loin que ça, en fait, parce que dans le cas de la fermeture de Fessenheim, ça s'inscrivait dans une loi globale qui a été votée sous Hollande et confirmée sous Macron, qui prévoyait de fermer la moitié de nos réacteurs nucléaires. Et donc, non seulement il y a eu le dommage effectif de la fermeture de Fessenheim, mais ça va au-delà de ça. Parce qu'en fait, le message que vous envoyez à tous les ingénieurs, manutentionnaires, etc., qui voudraient aller dans l'énergie nucléaire, c'est de dire, n'y allez pas, c'est un secteur qui est fini. Et donc, c'est-à-dire qu'avec cette décision-là, on a perdu un savoir-faire et on a perdu des années, alors que la France était à la pointe mondiale pour ce qui était de l'énergie nucléaire. Et c'est la même chose pour Astrid, qui est fondamentale. Astrid, qu'est-ce que c'est? Ce sont les réacteurs dits de 4e génération. Et ça, c'est un projet qui est essentiel, fondamental pour l'indépendance énergétique de la France. Pourquoi? Parce que sur le sol français, vous savez que les centrales actuelles, les générations de centrales actuelles utilisent de l'uranium enrichi. Et donc, c'est une toute petite partie de l'uranium qui est utilisée. Et donc, on a des stocks d'uranium appauvri sur notre sol qui sont très importants. Avec le stock actuel, sans même acheter de nouveaux éléments d'uranium, on pourrait faire fonctionner l'énergie primaire de la France, donc c'est toute l'énergie, pas seulement l'électricité, pendant plus de 2000 ans avec l'uranium qu'on a déjà sur le sol français. Donc c'est-à-dire que si on arrive, et c'est ce que font déjà les Chinois, les Russes, si on arrive à développer le réacteur nucléaire de 4e génération, ça veut dire qu'on assure l'indépendance énergétique de la France pour 2000 ans. Donc c'est évidemment la question centrale du siècle, et c'est grâce, il ne faut pas se leurrer, c'est grâce à une énergie bon marché abondante telle que celle-ci qu'on pourra recoloniser la production industrielle en France. Les effets de manche de Bruno Le Maire ou d'Agnès Pannier-Runacher ne trompent personne. On ne réindustrialise pas en France. En fait, on est dans une sorte de plateau, mais il n'y a aucune réindustrialisation, et ça n'arrivera pas avec une énergie hors de prix comme c'est le cas à l'heure actuelle. Ça ne peut pas fonctionner, c'est mathématique. Alors on va essayer de voir plus tard comment on peut reprendre le contrôle notamment de notre énergie, parce que vous l'avez dit, finalement l'économie n'est que de l'énergie transformée. Je crois que c'est une phrase de Charles Gave que vous citez dans le livre, et puis il n'y a pas d'industrie sans énergie bon marché. Donc évidemment l'énergie est au cœur de notre économie. Je voulais me pencher sur le deuxième thème, c'est donc l'immigration, et vous parlez notamment de la démographie. Le thème de la démographie est majeur, notamment l'Europe, la Chine, le Japon, les États-Unis vont peut-être être des EHPAD bientôt, parce que évidemment d'ici 30 ans, et la force démographique, et à la fois vous avez donc en opposition une force démographique dans le continent européen qui est extraordinaire, on le rappelle. Alors aujourd'hui, quelle est notre position, notamment de la France, sur l'immigration? Vous dites que là aussi,
comme nous faisons partie de l'Union européenne, nous avons choisi la solution allemande. Alors qu'est-ce que c'est la solution allemande comme pour contrôler entre guillemets cette immigration massive? La solution allemande, c'est ce que j'appelle la solution fichier Excel. C'est-à-dire qu'ils considèrent que les humains peuvent être remplacés les uns par les autres. Et comme l'Allemagne a une natalité qui est très faible, c'est exactement ce qui s'est passé en 2015 avec la crise syrienne. Mais ils ont fait venir 2 millions de personnes en se disant, comme les Allemands font peu d'enfants, on va faire venir 2 millions de personnes de l'extérieur. Et c'est pas grave, ça va remplacer. C'est exactement la philosophie de l'Union européenne. La commissaire européenne aux migrations a encore répété le mois dernier que l'Europe aurait besoin d'immigration, etc. C'est tout le logiciel actuel. Et de toute façon, de facto, l'Union européenne facilite l'immigration illégale. L'espace Schengen est une passoire. En fait, à partir du moment où vous mettez le pied en Italie, en Espagne, en Grèce, vous pouvez aller du jour au lendemain en France sans le moindre contrôle. L'Union européenne stipule dans ses traités l'absence de contrôle aux frontières. Donc, vous ne pouvez pas lutter contre l'immigration illégale. Et je vais même plus loin, en fait. On parle beaucoup à l'heure actuelle, et je suis d'accord avec ça, d'expulser les étrangers délinquants, d'expulser les fichiers S, d'expulser également toutes les personnes qui font l'objet de QTF. Mais en fait, dans le cadre de Schengen, ça sert à quoi de les expulser s'ils peuvent revenir du jour au lendemain? Moi, je soupçonne Darmanin et d'une manière générale le gouvernement de pas forcément y aller très fort, si ce n'est quelques effets de manche de communication, parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent revenir du jour au lendemain. Et après, dans le cadre de l'Union européenne facilite aussi largement l'immigration légale. Vous savez qu'en France, le principal pourvoyeur d'immigration, c'est le regroupement familial. Or, c'est plus la France qui décide. Il y a une directive de 2003 de l'Union européenne qui grave dans le marbre le regroupement familial. Ce qui fait qu'on arrive à l'heure actuelle à des niveaux d'immigration qui sont complètement insoutenables. L'année dernière, en 2022, c'est près de 500 000 personnes légales qui sont venues en France. Pour que les gens se rendent bien compte, parce que ça paraît énorme au niveau des chiffres, 500 000 personnes, c'est plus que la population de la ville de Toulouse, qui est la 4e ville de France, en un an. En 2 ans, vous avez plus que la population de la ville de Marseille, qui est la 2e ville de France. En 4 ans, vous avez la population de Paris. Mais en fait, comment peut-on croire une seule minute qu'on peut, ne serait-ce qu'intégrer, mais assimiler encore moins 500 000 personnes? Ça n'arrive jamais. En fait, vous assimilez des individus, vous assimilez des minorités, vous n'assimilez pas des peuples. Et en fait, le problème de l'immigration massive, c'est d'ailleurs même pas le problème de l'immigré en tant qu'individu. Lui, il cherche à gagner une meilleure vie, et c'est son problème à la rigueur. Mais le système global d'immigration de masse, c'est un système qui est littéralement mortifère pour la France, et on le voit sur tous les indicateurs. Je donne les indicateurs de délinquance, de violence aux personnes, du fait de personnes étrangères. Je ne parle même pas d'issues de l'immigration, des personnes étrangères. Et les chiffres sont absolument affolants. Et tout ça est largement documenté quand on prend la peine de s'y intéresser. C'est vraiment un phénomène qui est mortifère pour la France, et on aurait besoin de réduire drastiquement les flux migratoires, en plus d'expulser les étrangers délinquants, les OQTF et les fichiers S. Et Charles-Henri Gallois, donc dans votre livre « Nos grands défis du XXIe siècle, énergie et immigration, reprenons le contrôle », on peut lire, Charles-Henri Gallois, vous venez pas forcément du milieu de droite, vous êtes plutôt du milieu souverainiste, et pourtant vous osez véritablement faire cette comparaison, enfin en tout cas faire un lien entre une immigration massive, vous dites, qui amène à une insécurité grandissante et qui est pérennisé par le laxisme judiciaire et par la politique immigrationniste de l'État français et de l'Union européenne. Notamment, on pense à Crépol, on pense à... C'est pas une question idéologique. Oui. On peut penser à Thomas, on peut penser à Lola, c'est pas une question idéologique, c'est l'observation des faits. Et en fait, dans mon livre, le livre est très précis, il est très sourcé, vous avez plus d'une centaine de notes de bas de page. Je m'appuie sur des faits, sur des statistiques. Et au bout d'un moment, quand vous regardez, même si en France c'est parfois difficile d'obtenir tous ces chiffres-là, on peut prendre des chiffres à l'étranger. Je prends l'exemple de la Suède notamment, qui a eu recours à l'immigration massive et où c'est un des pays les plus calmes et les plus sécurisés d'Europe. Maintenant, vous avez le taux de viol le plus important d'Europe, parce que c'est un pays de 8 millions de personnes. Ils ont fait venir 2 millions d'étrangers en très peu de temps. Et ils se rendent compte que ça se passe mal et que le raisonnement Excel de faire venir des personnes comme ça qui seraient interchangeables, ça ne marche pas comme ça. Donc en fait, c'est l'observation des faits et l'observation de la réalité. Moi, j'ai aucun problème
vis-à-vis de l'étranger en tant qu'individu, si vous voulez. Le problème, c'est vraiment le système d'immigration de masse qui fait que ça ne peut évidemment pas marcher. Et alors justement, et puis vous êtes économiste, et puis d'ailleurs, on le rappelle, Charles-Henri Gallois, vous êtes économiste, puis vous n'êtes pas un économiste désincarné qui n'a seulement qui n'a fait que lire des livres. Enfin, vous êtes véritablement, enfin en tout cas, on sait de quoi vous savez de quoi vous parlez. Et vous dites aussi que l'immigration a un coût pour la France, et qu'on nous impose ce coût. Bien entendu, on parle bien souvent, il y a eu un rapport des contribuables associés qui parle d'un coût de 54 milliards d'euros. Alors, il parle évidemment de tout ce qui est l'AME qui coûte 1,5 milliard d'euros, mais en fait, il y a des coûts qui sont beaucoup moins visibles. C'est notamment le coût de la pression à la baisse sur les salaires. Et quand vous prenez le projet de loi, d'ailleurs, le projet de loi Darmanin, c'est exactement ça. C'est-à-dire que plutôt que de former les gens et d'augmenter les salaires dans les 10 métiers en tension, les métiers en tension, en réalité, sont des métiers qui sont difficiles et mal payés. C'est ça, un métier en tension. Et il y a quasiment, si vous prenez les chiffres de la DARES, toutes catégories confondues, 6 millions de chômeurs en France. Donc je pense qu'il y a assez de personnes en France pour faire ce type de travail, mais le principe de faire venir de l'immigration et en l'occurrence de régulariser les clandestins, ça a fait venir d'autres clandestins. Et cet apport de main-d'œuvre à bas coût permet de maintenir une pression à la baisse sur les salaires et de ne pas augmenter les salaires. D'ailleurs, si vous augmentez, si vous allez historiquement, dans les années 70, en fait, 60 et 70, vous aviez Bouygues qui se plaignait justement que ces travailleurs étrangers qui lui permettaient d'avoir une pression à la baisse sur les salaires ne restent pas en France. C'est parce qu'ils ne restaient pas en France, lui réfléchissait en se disant ils ne peuvent pas faire venir leur famille, donc ils rentrent dans leur pays. Et donc c'est comme ça en fait qu'est née l'idée du regroupement familial, qui a commencé sous Giscard d'Estaing. C'est par pression en fait de certains milieux du patronat, notamment dans le bâtiment, qu'il y a eu justement cette immigration qui veut venir, parce que le patronat, lui, comprend l'économie, il sait très bien le principe de l'offre et de la demande. Et l'offre et de la demande, c'est plus vous faites venir de main-d'œuvre, plus le prix du travail baisse et donc les salaires. Donc l'immigration contribue à mettre une pression à la baisse sur les salaires, et c'est en ça d'ailleurs que les positions des partis de gauche qui sont censés défendre les travailleurs sont complètement anachronique et ridicule en fait. C'est-à-dire que si on est de gauche, normalement, on est censé au contraire, et c'est ce que disait Georges Marchais, c'est ce que disait Jaurès, on est censé lutter pour les travailleurs et contre la pression à la baisse sur les salaires, et donc on devrait au contraire, là, à demander un arrêt de l'immigration pour arrêter de contribuer à la baisse sur les salaires. Ça, c'est un fait clair. D'ailleurs, même d'un point de vue de gauche, il n'y a absolument aucune humanité à piller les ressources vives des pays d'origine. Alors, mais il y a évidemment la question des salaires, il y a aussi la question de l'immobilier, parce que là, encore une fois, c'est une question d'offre et de demande, une question des services publics, de la santé, de l'école. Quand vous faites venir des gens, ça nécessite un investissement, ça fait monter le prix de l'immobilier au global, parce que dans certains quartiers, quand vous avez une immigration qui est trop importante, le prix de l'immobilier baisse, mais au global, comme vous augmentez la demande, généralement, ça fait là aussi, et les études le montrent, monter le prix de l'immobilier, et donc l'accès au logement pour nos compatriotes. Alors Charles-Henri Gallois, dans votre livre « Nos grands défis du XXIe siècle », vous citez l'énergie et l'immigration et vous dites « reprenons le contrôle ». Alors vous êtes président de Génération Frexit, donc je pense que votre solution pour reprendre le contrôle, pour vous, c'est la sortie de la France de l'Union européenne. Alors, je ne l'explique pas comme ça, parce que j'essaye d'amener une méthode qui puisse être applicable. Or, vous savez qu'on peut sortir en France de deux façons, la présidentielle, mais il faudra un référendum derrière, ou le référendum. Et moi, je suis à titre personnel favorable à cette sortie, mais je pense que l'option la plus intéressante pour reprendre le contrôle et que ça a réellement lieu, la plus crédible, la plus plausible, quand on regarde l'état actuel de l'opinion française, en fait, tous les sondages montrent que les Français voudraient une Europe des nations et voudraient en réalité reprendre des compétences à l'Union européenne. Mais il y a une telle propagande depuis 50 ans en faveur de l'Union européenne que pour le moment, ils ont peur de la sortie. Si vous regardez les sondages, le Frexit, c'est à environ 30%, et donc qui n'est pas majoritaire en France. Et les Français pensent encore, même si c'est pas vrai, que l'on peut changer l'Union européenne. Donc moi, je dis ce qui est le plus habile à faire tactiquement, c'est d'arriver et de dire vous voulez changer l'Union européenne, vous voulez une Europe des nations, nous aussi. Donc quand j'arrive au pouvoir, je vais proposer un traité alternatif à nos partenaires, qui est un traité d'Europe des nations qui met fin à l'Union européenne pour avoir en gros de la coopération internationale. Et derrière, soit le traité est accepté, dans ces cas-là, il passe au référendum en France. Moi, il y a quand même peu de probabilité que ça arrive, mais l'autre solution, c'est derrière, comme si ce traité est refusé,
je propose le référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, ce qui est une vertu pédagogique formidable parce que c'est de montrer d'une part aux Français que l'Union européenne n'est pas réformable et d'autre part, c'est un argument formidable dans le cadre de la campagne référendaire, c'est de dire si vous voulez que j'applique le programme pour lequel j'ai été élu, qui comprendra évidemment la reprise de contrôle de l'énergie et de l'immigration, eh bien, il faut voter pour cette sortie parce que la problématique, la seule autre solution, c'est de voter et d'avoir la supériorité du droit national sur le droit communautaire. Mais c'est très compliqué parce que, étant dans l'euro, il peut y avoir évidemment la pression de la BCE, parce que en plus de ça, l'appartenance à l'Union européenne est aussi dans notre constitution, donc il y aurait une sorte de contradiction, et quand il y a contradiction, qui décide, c'est le juge national, et quand vous voyez encore la décision du Conseil d'État qui veut rapatrier un Ouzbek qui a été expulsé en s'appuyant sur la CEDH, on voit très bien, et quand on connaît l'idéologie des juges, on sait très bien dans quel sens ils tireront, donc ça sera un bras de fer assez stérile. Je pense qu'en plus de ça, quand vous prenez ça, l'Union européenne, ce n'est que des traités et du droit. Donc, si vous dites supériorité du droit national, en fait, on peut vous accuser que c'est un Frexit de fait. Donc, il me semble la stratégie la plus habile, c'est celle que je vous ai proposée de proposer un traité d'Europe des nations et derrière un référendum. Oui, vous ne faites pas partie des gens qui sont tellement contre l'Union européenne qu'ils ne proposent aucune autre solution. Donc il y a peut-être, comme vous le dites, une ligne de crête à trouver. Merci Charles-Henri Gallois. Je rappelle, vous êtes président de Génération Frexit, contributeur pour la revue Populaire. Je rappelle le titre de votre livre, Nos grands défis du XXIe siècle, énergie, immigration, reprenons le contrôle. Je vais juste revenir sur Mélanie, ce que vous parlez de Mélanie. Vous n'êtes pas tendre avec la droite italienne. Vous dites la droite italienne, une entourloupe de plus. Juste là-dessus, pour finir là-dessus, sur Mélanie, vous pensez que comme elle peut être contre l'immigration, mais par ses positions, notamment ses liens avec l'Union européenne et puis ses liens notamment avec, on va dire de manière générale, les élites cosmopolites, elle ne pourra pas appliquer son programme. De toute façon, c'est la preuve par les faits. Je veux dire, quand Salvini était ministre de l'Intérieur, c'est la même chose. L'immigration légale, quand vous regardez entre 2018 et 2019, c'est exactement le même niveau. Et pour Mélanie, l'immigration légale n'a absolument pas diminué non plus, et l'immigration illégale a doublé. Donc en fait, le résultat est médiocre, mais c'est exactement ce que je vous explique. En fait, dans le cadre de l'espace Schengen, dans le cadre des règles de l'Union européenne, dans le cadre, imaginez quand même un immigré clandestin, de fait de la directive retour de l'Union européenne, le retour doit être volontaire. C'est-à-dire que si vous interpellez un immigré clandestin, vous n'avez même pas le droit de le renvoyer du fait des règles de l'Union européenne. Donc dans tout ce carcan-là, on voit le résultat. Mélanie, c'est un résultat qui est de 0. Écoutez, merci Charles-Henri Gallois. On continuera évidemment à suivre la politique aussi de Giorgia Meloni avec vous. Puis moi j'invite en tout cas vos auditeurs à lire ce livre, Nos grands défis du XXIe siècle, énergie, immigration, reprenons le contrôle. Ce qui peut être un beau cadeau de Noël. Voilà, une bonne lecture pour ces vacances de Noël qui approchent. Merci à vous et à très vite.